Bonjour, je suis Valdy Legrand, la fondatrice de Practice, et aujourd'hui, j'ai une interview avec Catel Bosser. Bonjour Catel. Bonjour Valdy. Et tu es ici aujourd'hui pour nous parler d'un atelier que tu vas animer prochainement, qui s'adresse aux personnes qui sont en poste en entreprise, qui ont une conscience écologique, mais qui vivent dans une entreprise qui n'a pas encore pris conscience de l'importance d'agir dans ce sens. Et donc, Catel, tu es, toi, entrepreneur, enfin multi-entrepreneur en Suisse, à Lausanne plus précisément. Tu as écrit 2 livres, Blooming People et Blooming Business. Et ce que je trouve très intéressant dans ton approche, c'est que tu allies 2 univers qu'on pense complètement différents. Le monde de la permaculture et de la nature, des jardins, et le monde très concret des entreprises, de la finance, de la gestion. Et justement, c'est ce que tu partages à travers des formations, du coaching, des livres et tout un tas de solutions pour aider les employés, enfin les employés et toute personne. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est très bien résumé, merci beaucoup. Effectivement, c'est une approche très métaphorique de l'économie, donc où les concepts sont assez simplifiés. Et puis, on revient à En fait, j'aime bien dire que je remets les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que je ne mets pas le vivant au service de l'argent, mais on va plutôt mettre l'argent au service du vivant. Et puis, si on résume ça comme ça, on touche à toutes les échelles, aussi bien nous, à l'échelle individuelle dans notre mode de vie, qu'à l'échelle d'un indépendant ou d'une entreprise plus grande. Pour commencer de manière très simple, Catel, est-ce qu'on peut travailler dans une entreprise qui ne partage pas les mêmes valeurs que nous? Alors, malheureusement, il y a pas mal de personnes qui sont un peu contraintes à cette situation, soit pour des raisons économiques ou des raisons géographiques. Ils sont dans une région où il n'y a pas tant que ça d'emploi et ils doivent finalement rester à une place où, oui, effectivement, il peut y avoir des tensions entre nos valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Après, c'est toute une question d'alignement, de trouver du sens à son travail et de voir comment ajuster ça le mieux possible. Et qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes qui vivent un déchirement entre leurs propres valeurs et celles de l'entreprise? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il peut y avoir simplement de l'agacement. Après, ça passe par une vraie frustration. Et puis, si les frictions commencent, enfin les frictions, les tensions et l'écart entre les valeurs se creusent, on peut même aller jusqu'à des manifestations plus lourdes qui sont de l'ordre de l'éco-anxiété ou de phénomènes où vraiment on a l'impression qu'il y a quelque chose d'important qui se passe et puis qu'on est en train de consacrer ces journées à toute autre chose. Et là, il y a vraiment une distorsion qui se crée et qui peut amener presque à des maladies. Donc, c'est très, très important d'identifier les signes, de se dire, ah là, c'est pas juste un agacement, il y a peut-être quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière cet agacement? C'est peut-être pas juste la personne qui m'agace, c'est ce qu'elle véhicule comme valeur. Et puis, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que parfois on peut bouger, parfois pas, et quand on ne peut pas bouger, qu'est-ce qu'on en fait? En quoi on transforme ça pour redevenir acteur de sa vie professionnelle et remettre ses valeurs au service de la vie et puis retrouver un sens à son travail. Okay. Et justement, tu parles de signes annonciateurs. Est-ce qu'il y a certains signes qui te viennent à l'esprit? Donc, tu as parlé de choses plutôt émotionnelles. Est-ce que aussi ça peut être des prises de conscience, des choses qu'on observe dans l'entreprise? On commence petit à petit à sentir un décalage de plus en plus important? Alors, ça peut être des habitudes qu'on a adoptées à la maison, par exemple, de trier ses déchets, et puis on voit que l'entreprise traîne pour les mettre en place, ou n'a même pas du tout dans le viseur que ça serait bien de trier les déchets au sein de l'entreprise. Et puis, on va soit même vers un mode de vie personnel de plus en plus. Et puis, on voit que l'entreprise freine des cas de fer, fait du n'importe quoi, fait des emballages plastiques dans tous les sens. Et ça crée cette distorsion. Ok. Est-ce que ça s'adresse seulement à des personnes qui sont en entreprise industrielle ou est-ce que ça peut être tout type d'entreprise qui proposerait aussi des services? Non, parce que finalement, les éco-gestes au quotidien, c'est à la fois chez nous, dans des petites entreprises, dans des grandes entreprises. Alors bien sûr, sur des grandes entreprises industrielles, on aura un impact plus important, mais même les entreprises de services, si elles font le travail de se poser les bonnes questions et d'y apporter des réponses, elles ont un impact. Okay. Et tu parlais tout à l'heure de pouvoir agir dans l'entreprise. Si on n'a pas forcément de pouvoir de décision, on n'a pas forcément d'impact au niveau de la stratégie de l'entreprise et de ses projets au niveau écologique, environnemental, qu'est-ce qu'on peut faire si on se sent impuissant?
ça va être justement tout l'intérêt de l'atelier, c'est d'aller explorer des manières d'agir qui sont un petit peu en souterrain ou en diagonale. On ne va pas aller en frontal, on ne va pas aller chercher le pouvoir d'agir, mais on va plutôt soit distiller notre influence ou en faire un jeu pour que les choses progressent petit à petit. Et puis, il y a plusieurs leviers très intéressants, assez inattendus, pour pouvoir changer les choses à notre échelle. Et puis, moi, j'essaye d'y mettre un petit côté malicieux. Ah, cette année, je vais faire avancer 3 points dans ma boîte, puis j'ai ce projet perso. Personne n'est au courant, mais je veux faire en sorte que ça bouge et je vais aller chercher des stratégies pour que ça puisse opérer. Excellent. Est-ce que tu auras un exemple d'une bonne pratique ou d'un élément où on peut avoir de l'impact en entreprise si on est tout seul, entre guillemets, à avoir cette prise de conscience? Bon, alors, il y a forcément toujours le fait de montrer l'exemple. Et voilà, par exemple, aller au travail à vélo. Ok, ça change quoi? Et puis d'expliquer, ah bah voilà, j'ai perdu tant de calories, d'expliquer à ses collègues, j'ai perdu tant de calories cette année à la personne qui est toujours au régime, j'ai gagné tant d'argent à la personne qui est très intéressée par les finances. Et puis sans vouloir convertir les gens, juste ouvrir la discussion sur les sujets et vulgariser des connaissances qui vont amener à des changements de comportement. Ok, excellent. Donc, tu vas proposer un atelier prochainement qui s'adresse… à qui est-ce qui s'adresse cet atelier? Bah justement, alors c'est un petit peu… moi, les personnes que j'entends le plus à ce sujet sont les personnes qui sont dans des positions de management, mais pas haut. C'est plutôt le voilà, gestionnaire d'équipe, mais pas au point d'être décisionnaire pour toute l'entreprise. Et puis, ils sont un petit peu pris en sandwich entre une réalité du terrain qu'ils comprennent très bien, qu'ils voient tous les jours, et puis ils voient exactement quel levier il faudrait activer. Et puis, une direction qui est loin du terrain, justement, et puis pour qui c'est pas prioritaire, qui est plus centré sur les chiffres, etc. Et puis il y a cette position à la fois sandwich et à la fois il y a quand même des possibilités de mettre des choses en place. Ok. Et comment est-ce que tu les aides alors à travers cet atelier? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tu l'as créé? Alors je l'ai créé parce que voilà, justement dans une situation, on l'a dit, de tension, d'inconfort, on va amener de la malice, on va amener un peu cet esprit enfantin d'aller chercher des solutions, d'aller inventer des trucs, on va mettre la créativité là où on n'en mettrait pas d'habitude. Et puis, on va transformer tout ça en jeu. Tiens, comment est-ce que je pourrais? Et du coup, on va faire appel aussi à la créativité du groupe, parce que parfois, dans notre situation, on ne voit pas exactement les leviers, mais quelqu'un d'extérieur les voit très bien. Et puis moi, j'ai aussi tout un tas d'anecdotes à partager, de personnes que je connais qui ont fait telle chose ou telle chose, d'erreurs fréquentes, en fait, quand on essaye de bien faire. Typiquement, on va aller soumettre un projet à son supérieur hiérarchique qui va bloquer et du coup on se sent déprimé parce qu'on ne peut pas aller de l'avant. Comment on fait pour contourner ça en fait? Est-ce que tu pourrais nous dire avec quoi on repart une fois qu'on a participé à l'atelier que tu proposes? Dans quel état? J'espère que vous allez repartir avec le sourire, avec aussi l'impression d'avoir le pouvoir de redevenir acteur en fait de notre quotidien et puis de notre capacité d'influence dans notre environnement immédiat, même si on est dans le cadre d'une hiérarchie contraignante, de systèmes un peu dépassés. On a toujours un pouvoir d'agir, on a toujours un potentiel d'action et là, on va aller se le réapproprier justement. Excellent, merci. Je voudrais te poser également une question. Tout à l'heure, tu parlais d'éco-anxiété. Donc, pour certaines personnes, ça peut parler, d'autres un peu moins. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la définition et qu'est-ce qui se passe quand on traverse cette phase? Alors en fait, je connais bien le sujet parce que j'ai accompagné une psychologue à se spécialiser sur la thématique de l'éco-anxiété. Et puis du coup, elle m'a expliqué en quoi ça consistait. Il y a tout un tas de syndromes, donc d'ensemble de symptômes qu'on observe dans la population à très large échelle, de manière très diffuse, sur des personnes qui déploie une anxiété face notamment aux messages sur l'effondrement, à la catastrophe écologique, etc. Et puis en fait, face à cette anxiété, il y a des attitudes de personnes qui se figent, qui ne savent plus quoi faire. Et là, elles peuvent vraiment glisser dans la dépression et se couper de leurs moyens. Et une des solutions, c'est justement d'aller chercher, OK, je ne vais pas pouvoir tout résoudre, mais qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, dans mon environnement, et de se remettre en action. Et je pense que c'est quelque chose qui précède la mise en projet,
la transition écologique personnelle, en fait. Donc, c'est pas enfin, moi, je ne le vois pas du tout comme une maladie de société. Je le vois plutôt comme un sursaut de sens, en fait. Mais ça passe par cette phase douloureuse qui est l'éco-anxiété. Catel, est-ce que tu penses qu'on doit quitter une entreprise qui ne fait rien pour l'écologie, pour l'environnement aujourd'hui? Alors là, c'est une question très intéressante parce qu'on a besoin de gens conscients, infiltrés dans les mauvaises entreprises pour pouvoir aller jeter les premières petites graines de la transition écologique et même si elles sont toutes petites, pouvoir commencer à faire bouger les choses de l'intérieur. Et puis après, ça permet aussi de tirer des ponts, de venir faire entrer des consultants qui vont faire réfléchir le management. Voilà, il faut des gens à l'intérieur qui soient conscients. Le pire, c'est des énormes bateaux, des énormes multinationales qui sont avec des œillères, voilà, qui sont dans le déni complet des enjeux écologiques. Et à l'intérieur, tout le monde est sous le même joug, sous la même culture, où non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et à terme, ces entreprises vont être beaucoup plus destructrices que d'autres qui se questionnent, essayent d'évoluer. Oui, ce que je comprends aussi, l'entreprise peut être mise en danger si elle est complètement inadaptée à un monde qui arrive. Elle aura beaucoup plus de mal à survivre par ses activités et puis à attirer aussi dans son organisation des gens qui sont de plus en plus éveillés au monde actuel, en fait. Complètement. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Que je me réjouis de passer ce moment avec les participants et que j'espère qu'il y a des belles petites pousses d'idées, de nouvelles manières de faire les choses qui vont émerger et que chacun va se sentir prêt à retourner dans son cadre de travail avec une nouvelle énergie. Merci beaucoup, Catel, d'avoir partagé toutes ces informations, d'avoir partagé ta vision de l'écologie en entreprise et ce qu'on pouvait faire. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, on vous invite à rejoindre l'atelier en cliquant dans le lien qui sera marqué dans les commentaires. Merci encore. Merci à toi, Valdi.